Bonjour à toutes et à tous, et nous allons parler aujourd'hui du brouillard. Nous allons voir qu'est-ce que le brouillard, comment se forme-t-il, où et quand se produit-il généralement, quels sont les divers types de brouillard, y a-t-il une différence également entre brume et brouillard, et comme vous pouvez le savoir, le brouillard est tout simplement un phénomène qui peut être particulièrement dangereux pour n'importe quel type de transport. Donc nous allons voir, grand 1, la définition, la formation, les types de brouillard, le grand 2, où et quand se produit généralement le brouillard, le grand 3, pourquoi ne voyons-nous pas tout simplement dans le brouillard, et grand 4, nous allons étudier un épisode de brouillard assez dense du 30 novembre 2006. Donc grand 1, nous allons voir la définition, la formation et les différents types de brouillard. Comme vous pouvez le savoir, le brouillard est donc très dangereux et celui-ci est tout simplement la suspension dans l'atmosphère de très petites gouttelettes d'eau qui réduisent fortement la visibilité au sol à moins d'1 kilomètre. Ces petites gouttelettes d'eau sont maintenues en suspension par des mouvements turbulents de l'air, leurs charges électriques identiques les écartent des unes des autres, et le brouillard est en fait finalement un simple nuage dont la base touche le sol. Ce nuage est appelé également le stratus. Je vais vous dire une petite anecdote. Savez-vous quelle est la différence entre le brume et le brouillard? Mais en fait, il s'agit tout simplement du même phénomène. Mais on parle de brume lorsque la visibilité est comprise entre 1 et 5 km. La brume peut aussi être due à la présence de divers aérosols, donc des particules par exemple de pollution industrielle ou urbaine, qui vont réduire parfois fortement la visibilité. On peut également parler de brume sèche lorsque l'humidité de l'air est comprise, ou plutôt même inférieure, à 60%. Enfin, dans les bulletins de météo marine, on peut parler de brume pour des visibilités inférieures à 0,5 miles marins, soit 1 km environ. Petit 2, les conditions de formation et la prévision de brouillard. Nous avons 3 paramètres importants pour que le brouillard se forme. Premier paramètre, le taux d'humidité de l'air. Il doit être suffisamment élevé donc pour permettre la condensation de vapeur d'eau par un refroidissement ou par un apport supplémentaire en humidité. Deuxième paramètre, le vent. Il ne doit pas être trop fort ni trop faible pour éviter tout simplement la dispersion des gouttelettes d'eau, ce qui empêcherait leur suspension en l'air. Et on a un troisième paramètre, la présence d'un nombre suffisant de noyaux de condensation qui est également nécessaire. Ils servent donc à fixer les gouttelettes d'eau. Il existe plusieurs processus par lesquels la vapeur d'eau va se condenser au voisinage de la surface terrestre et donc plusieurs types de brouillard peuvent avoir lieu. Nous avons également divers processus de formation de brouillard qui sont bien connus, mais leur localisation et leur intensité restent difficiles à prévoir avec précision. En effet, un brouillard n'est gênant pour un automobiliste qu'à partir de 200 mètres et surtout en dessous de 50 mètres. Les prévisions se heurtent au fait que le brouillard est un phénomène principalement de petite échelle. Une faible variation des paramètres précédemment cités peut être suffisant pour déclencher ou empêcher la formation de ce brouillard. Donc nous allons bientôt maintenant voir même les différents types de brouillard. Il en existe 4 types. Donc il y a le brouillard de rayonnement, le brouillard givrant, qui est un cas finalement spécifique de brouillard de rayonnement, le brouillard d'advection et le brouillard d'évaporation. Le premier type de brouillard, le brouillard de rayonnement, lui, il va se former par refroidissement nocturne de la surface terrestre, qui est généralement fin de nuit. Ce brouillard est typiquement terrestre et peut persister plusieurs jours en période hivernale. Celui-ci va se dissiper en matinée sous l'action des rayonnements solaires, en commençant par la baisse, évoluant parfois donc dans une couche de nuages bas, les stratus.
Nous allons voir maintenant le brouillard givrant. Donc c'est finalement un brouillard composé de gouttelettes d'eau surfondue, donc qui sont à l'état liquide, mais par température négative, elles gèlent au moindre contact. Donc ces brouillards givrants, ils peuvent entraîner des dépôts importants, notamment sur les chaussées, les barrières de sécurité, mais également sur la végétation, les lignes électriques qui peuvent notamment céder si le poids y est trop élevé. Nous allons voir maintenant le troisième type de brouillard, le brouillard d'advection. Donc ce brouillard d'advection, il va tout simplement se former lorsqu'une masse d'air chaude et humide se déplace sur une surface relativement froide. Donc sa base de cette masse d'air va se refroidir au contact de la surface froide. Et donc ce refroidissement va se propager sur une certaine épaisseur. Le refroidissement va entraîner la condensation de la vapeur d'eau en minuscules gouttelettes qui sont maintenues en suspension par la turbulence et un vent léger. Ce brouillard va être rarement très dense, une visibilité rarement inférieure à une centaine de mètres, mais son épaisseur verticale est notamment importante et il peut se former à tout moment de la journée confondue. La plupart des brouillards rencontrés en haute mer sont des brouillards donc dits d'advection. Leur dissipation va se produire avec le réchauffement de la surface froide ou par notamment un changement de masse d'air au passage par exemple d'un front. Nous allons voir maintenant le dernier type de brouillard, le brouillard d'évaporation. Donc ce type de brouillard se forme sur des surfaces maritimes, en automne et surtout en hiver. Donc il est très souvent associé à la brise de terre qui établit la nuit et donc qui va amener de l'air froid sur une surface maritime donc chaude et humide. Donc il se forme jusqu'à 5 miles de la côte, la limite de l'influence finalement de la brise de terre. D'amplitude limitée, il se présente généralement par bancs d'épaisseur verticale toujours inférieure à une cinquantaine de mètres. Donc ce type de brouillard peut se former par exemple en Méditerranée en hiver quand on a un cas d'air froid de moins 5 à moins 10 degrés qui s'écoule des Alpes jusqu'à la mer Méditerranée. Et ce type de brouillard peut également se former après des précipitations orageuses qui refoulent finalement l'air chaud à l'avant. Donc nous allons voir maintenant le grand 2, où et quand se forme généralement le brouillard. Et donc on a diverses régions humides qui sont finalement le plus exposées au brouillard. Nous en avons également 4. Tout simplement, il y a les vallées, la vallée de la Sienne, les zones forestières, les landes, les zones marécageuses, donc la Sologne, et les zones côtières par les brouillards d'advection d'origine maritime. Et donc, on a vu que la saison la plus favorable à la formation de brouillard est l'automne, avec donc les premiers refroidissements importants qui sont souvent associés à des passages perturbés qui alternent avec des périodes anticycloniques. Nous allons voir maintenant le grand 3. Pourquoi on ne voit pas dans le brouillard? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on a un rayon lumineux qui rencontre des micro-gouttelettes d'eau en suspension, on a une très faible partie du rayon qui est absorbée par les gouttelettes, mais une très grande partie est diffusée tout simplement. Les faisceaux lumineux, donc déviés, réfléchissent dans tous sens et va se transformer en un halo lumineux et opaque. Donc c'est pour ça qu'on voit le brouillard tout simplement comme une grande épaisseur opaque et grise. Et donc on a vu que le brouillard est très dangereux. Donc le brouillard est donc un phénomène particulièrement dangereux pour n'importe quel type de transport, comme je vous l'ai dit, qui est notamment routier, aéronautique ou maritime. Donc on va prendre un exemple sur la route. Les accidents sont de plus en plus nombreux et plus graves par uniquement temps brouillard. Lorsque la visibilité est en dessous de 200 mètres, le conducteur va commencer à perdre donc des repères visuels
ce qui lui permet d'évaluer sa vitesse. En plus de réduire la visibilité, les brouillards peuvent également entraîner de faibles précipitations sous forme de bruine, voire de neige, et des phénomènes de dépôt liquide ou givrant, notamment par température négative. Donc, petite anecdote, le deuxième. Selon vous, comment mesure la visibilité tout simplement? Et donc, Météo France, pour évaluer la visibilité, ils vont utiliser des repères visuels qui se trouvent à une distance connue du point d'observation. Par exemple, un château d'eau, un bâtiment, une colline ou un arbre. Et donc, si on peut apercevoir nettement les contours d'un des repères sur fond de ciel, la visibilité est au moins égale à la distance qui sépare le repère du point d'observation. Donc, il existe des appareils également pour mesurer cette visibilité, pour être plus précis dans les observations. Les météorologues utilisent deux types d'appareils de mesure de la visibilité. Nous avons le transmissiomètre et le diffusomètre. Le transmissiomètre émet tout simplement un faisceau lumineux étroit en direction d'un récepteur situé à une trentaine voire une cinquantaine de mètres, et donc il va mesurer son affaiblissement au cours du trajet. Donc il va déterminer tout simplement le coefficient d'atténuation de l'atmosphère. Nous avons après donc le diffusomètre qui lui va mesurer tout simplement l'intensité lumineuse d'un faisceau lumineux qui est rétrodiffusé par l'atmosphère. Il va déterminer un autre coefficient, le coefficient de diffusion de la lumière par les particules en suspension en l'air, par exemple les fameuses gouttelettes d'eau. Le principal défaut malheureusement de cette mesure par instrument est qu'elle est faite dans un petit volume d'atmosphère qui n'est pas toujours représentatif, car tout simplement la visibilité n'est pas toujours homogène autour du point d'observation. Grand 4, donc nous allons nous intéresser à un épisode de grande ampleur du brouillard, donc le 30 novembre 2006. Donc comme vous pouvez le voir sur les images satellites ou même de pression, nous avons donc une dépression qui est située au nord-ouest des îles Britanniques. La pression en son centre est donc très creuse avec des valeurs proches de 955 hectopascales. Nous avons également une petite perturbation nuageuse qui est assez grande ampleur finalement, qui s'enroule autour de cette dépression. Et nous avons également un puissant anticyclone jusqu'à 1038 hectopascales qui est centré en plein sur l'Allemagne. Donc cet anticyclone va jouer un rôle important. Il va protéger la France du temps perturbé qui sévit sur le proche Atlantique ainsi que sur les îles britanniques. Donc comme vous pouvez le voir, les isobars, donc les lignes d'égale pression, étant peu resserrées sur la France, donc les vents sont généralement très faibles. De plus, il y a eu beaucoup d'humidité qui a été présente sur ce pays en raison d'un passage pluvieux intervenu la veille. Donc toutes ces conditions sont donc très propices à la formation de brouillard généralisé sur l'ensemble du pays. En effet, vous voyez sur l'image satellite que les brouillards et les nuages bas apparaissent en jaune. Donc sur l'animation, on observe la présence de brouillards locaux dès notamment la journée du 29 novembre 2006 dans le quart nord-est notamment de la France et également, comme vous pouvez le voir, dans les Landes proches de la Garonne. Dans la nuit 29 au 30 novembre, on remarque que les brouillards se généralisent entre 23h et 1h du matin dans tout le sud-ouest, le massif central et les frontières du nord. Au petit matin du 30 novembre, les brouillards vont concerner tout le pays, hormis la région de l'ouest, là où la perturbation essaie d'entrer, donc les vents sont un petit peu plus modérés, le littoral méditerranéen et également une frange s'étendait Charente à l'Aveyron, donc plutôt en altitude. Donc, comme vous pouvez le voir, les brouillards sont des stratus et donc ils ne peuvent pas intervenir en altitude. Donc durant la journée du 30,
On remarque que la grisaille va se maintenir dans les vallées de la Garonne, au nord de la Loire également. Et en journée, donc cette grisaille va encore se traduire par la persistance de brouillard ou par son évolution progressive ou un plafond nuageux bas accompagné de brume, donc les stratus. Et on observe également sur l'animation donc les prémices, donc, comme je vous l'ai parlé, de la nouvelle perturbation qui aborde l'ouest de la France, sous forme de nuages élevés, les cirrus. Donc ces observations viennent confirmer l'analyse des images satellites. Les brouillards sont très présents petit matin, alors qu'en journée, ils concernent moins de régions et évoluent en brume. Nous allons donc nous intéresser à une région en particulier, l'Île-de-France, durant ces journées du 29 et du 30 novembre 2006. Donc je vais vous faire voir sur les images deux petits graphiques. Finalement, ces graphiques suivants vont montrer la formation, l'évolution du brouillard en Île-de-France dans les stations météorologiques de Trappes et Orly. Comme vous pouvez le voir, la température rosée comparée à la température donne une indication sur l'humidité de l'air. Plus ces deux courbes sont proches, et donc plus l'humidité est élevée. Lorsqu'elles sont superposées, ou du moins presque, l'humidité est voisine à environ 90 à 100%. L'atmosphère est donc dite saturée. Ainsi, durant la soirée du 29 novembre, on observe une brusque rapprochement des deux courbes qui correspond donc à la formation du brouillard sur Trappes. Et durant la journée du 30 novembre, l'humidité reste très forte et le brouillard, ou une très forte brume, persiste. Il va falloir donc attendre le 1er décembre pour que ce brouillard se lève définitivement. Dans un second temps, on remarque que les relevés de l'aéroport d'Orly montrent l'évolution de la visibilité entre le 29 et le 30 novembre. On remarque que le brouillard apparaît dès 19 h le 29 novembre. Donc à 18 h, la visibilité était supérieure à 10 km, donc il n'y a pas de brume ni de brouillard. Et tout au long de la nuit, donc cette visibilité est très réduite, environ 200 mètres. Et durant cette journée, donc du 30 novembre, l'amélioration relative intervient avec l'évolution de la brume, autour de midi, ou un léger brouillard dans l'après-midi. Globalement, on constate que les conditions de visibilité sont très favorables qu'à Trappes. Donc, toutefois, on remarque que les images satellites proposées précédemment indiquent aussi que la présence du nuage bas, qui est associé à une faible visibilité, donne une sensation d'une grisaille épaisse, voire également d'un temps maussade. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos vous aura plu sur ce petit récapitulatif de qu'est-ce que le brouillard, comment c'est formé, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Puis voilà, si cela vous a plu, vous pouvez voir de nouvelles vidéos en vous abonnant sur la chaîne. Et moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos.